Mais peut-être avant ça, je voulais remercier tout le monde d'être présent ce soir pour discuter du principe de la garantie emploi. Dans un premier temps, notre proposition consiste à écouter une intervention que Pavlina Tcherneva avait faite le 1er mai dernier, en 2020, il y a 1 an et demi, qui présente les grandes lignes de sa proposition. Et ensuite, on aura une discussion de la proposition et de sa pertinence dans le cadre belge avec 3 personnes, parce que malheureusement, Jean-François Tamellini est secrétaire général de la FGTB, est malade et il ne peut pas nous rejoindre ce soir. On a néanmoins avec nous ce soir Céline Nueneus, qui est la secrétaire générale de la Fédération des services sociaux, Felipe Van Kersvliet, qui est secrétaire général de la CNE, donc la centrale des syndicats chrétiens qui défend les employés et les cadres du secteur privé pour les non-belges qui ne connaissent pas la CNE, et Olivier de Scutter, qui est rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, et qui est par ailleurs professeur de droit à l'Université de Louvain. Donc avec eux, ce dont on va discuter ce soir, c'est essentiellement de la capacité de la garantie emploi à faire avancer les 3 principes du manifeste qui est discuté dans le cadre de ce colloque, démocratiser, démarchandiser, dépolluer. Mais en vous rassemblant ce soir, notre intention, c'était aussi de discuter comment l'expérimentation des territoires zéro chômeur de longue durée parvient ou non à incarner, elle aussi, ces principes. On a vu il y a une semaine les secrétaires généraux de la CGT, de la CFD, de la CFDT visiter l'entreprise parisienne créée dans le cadre de ce projet et soutenir l'extension du projet à de nouveaux territoires. La question est donc vraiment d'actualité en France, mais elle est aussi en Belgique, bien que parce que même si les gouvernements wallons et bruxellois se sont engagés à l'expérimenter durant cette mandature, aujourd'hui, les derniers articles, encore un article de la Libre Belgique au début de la semaine, laissait voir soit des entorses avec les principes fondamentaux de la mesure, mais aussi des reculs, des pas en arrière sur l'intention de la mettre en œuvre assez rapidement. Je vais maintenant lancer la vidéo pour présenter un peu les principes de la garantie emploi. Et si vous avez des questions, l'idéal est de les poser dans la section Q&A qui est située à droite de votre écran normalement. Je lance tout de suite cette vidéo de présentation de la proposition de la garantie emploi pour tous. Imagine a world without unemployment. Imagine a world in which anyone who needs work can go to their local employment office and they can walk out with an option of a decent, dignified employment opportunity that provides the basic standards that we expect of a job, the basic living income with basic benefits. That's essentially the goal of the job guarantee. It's a public option for jobs for those who cannot find employment opportunities. So a stepping stone. It is a stepping stone for students who are graduating and not able to find jobs, or for caregivers who wish to return to paid work and they also need help transitioning. So it is both a safety net and a transitional program, but it is a major macroeconomic policy as well. It will change the landscape and the safety net in some important ways. The economy, even in best of times, doesn't create enough employment opportunities for all. And even when the unemployment rate is very, very low, there are still millions of people who are working in difficult employment conditions. They're not able to secure stable income, stable hours, and provide for themselves. So the job guarantee essentially lifts the floor in the labor market and provides that minimum security. Now imagine what people are facing today when around the world economies are going to experience double-digit unemployment rates, and something that we haven't seen probably since the Great Depression. So on the heels of this crisis will come another, the social crisis that comes with unemployment. And the way to get out of it quickly is through direct employment. The public sector will have to do the hiring to transition us to this better world. And we really are not returning to the old economy. We want to return to a better economy that delivers better employment conditions for everyone. So for sure, we will need mass mobilization, and the Green New Deal is the obvious place to start
because there are so many neglected areas of public investment that we can use our unemployed resources to strengthen. But we should be clear that mass mobilization and mass public investment and public employment is still not quite the same thing as guaranteeing an employment opportunity for everyone who comes knocking. And so, yes, we have a lot of work to do. Green projects, also care projects. There are elderly who are sitting at home isolated right now in the pandemic. There are vulnerable people who do not have access to decent food. There are children who also need care and assistance with online schooling. There are teachers that are stressed out trying to homeschool their children and our own children. There is so much work to be done even in the midst of a pandemic. Now imagine as we emerge out of this pandemic for a new world where we would like to improve all aspects of our life. The job guarantee is a federally funded but locally administered program. And the reason for that is that the federal government is always responsible for the problem of unemployment, for all of the repercussions of unemployment, and for dealing with poverty. And as we know, unemployment has enormous social and economic costs, which we already bear. We are already paying these costs, not just in terms of budgets, but also in terms of the shortages of tax revenue in our communities, in terms of the weaker outcomes, family outcomes, and the other social programs that are designed to address them. But it is locally administered because communities know best what their needs are and what kind of jobs they can create locally. The proposal for a job guarantee is really a bottom-up proposal where citizenry and nonprofit institutions and localities can design proposals and create these local jobs banks where whenever an unemployed person shows up at the unemployment office, they can then choose from those employment opportunities that then fit their skill and experience. And so we can use the unemployed people, our human resources, to strengthen the environment and labor and employment conditions. So let me just put it this way. The job guarantee is green, and a green policy is the one that both takes care of the environment and takes care of people. Unemployed people experience enormous difficulties. They're weaker, they're sicker, they're more vulnerable. And what we want this new economy to do is create prosperity. And prosperity means just guaranteeing some basic economic rights. And the right to a job is one fundamental economic right that we have yet to secure. We'd like to strengthen solidarity because, all of this takes work, and it takes all of us, whether it is repairing the environment, whether it is creating a better life for all. And of course, that is a policy that raises the floor, which provides equal opportunity for all folks to improve their own life chances. Voilà la présentation que faisait Pavlina Tcherneva de la garantie emploi il y a donc 1 an et demi. Aujourd'hui, on a eu une trentaine de panels sur la garantie emploi qui couvraient tous les continents et donc aussi des pays avec des systèmes de sécurité sociale qui sont bien différents du nôtre. Et donc des pays où aussi le statut de salarié ne le garantit pas. Et chez nous, pardon, excusez-moi. Donc, on a discuté aujourd'hui de la garantie emploi en parlant aussi de pays où il y avait des systèmes de sécurité sociale qui étaient bien différents du nôtre. Et donc, chez nous, ce qui se passe, c'est que le statut de salarié garantit un salaire, mais aussi toute une série de droits. Et la première question que j'avais envie de poser ce soir à Olivier Le Scuter, c'était de savoir, selon vous, est-ce que cette garantie emploi, qu'est-ce que cette garantie emploi devrait garantir aux personnes en termes de revenus et de droits, eu égard à ce contexte assez particulier de la force de la sécurité sociale en Belgique. Voilà. Olivier Le Scuter, je propose de vous laisser la parole sur cette question pendant 3 minutes ou quelque chose de cet ordre-là, et ensuite on entendra les 2 autres intervenants sur cette question de la nature des revenus et des droits qu'il s'agit de garantir avec cette garantie emploi. Merci. Bonsoir Julien Charles. Toutes mes excuses d'abord pour le petit retard que j'ai pris à tenter de me connecter au bon forum.
Je suis très ravi de partager ce panel avec Céline Nieuwenhuis et Felipe Van Kiersbil, que j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'ils font, elles font respectivement à la Fédération des services sociaux et au sein de la CNE. Je voudrais simplement souligner que parmi les avantages de la garantie emploi, il y a celle de fournir des emplois qui correspondent aux critères du travail décent. On est aujourd'hui dans un contexte où le salariat est menacé avec la multiplication de statuts précaires atypiques, contrats à temps partiel, contrats à durée déterminée, contrats 0 heure effectués à la demande de l'employeur, travailleurs, travailleuses des plateformes qui ont un statut extrêmement précaire. Et au fond, la garantie emploi, c'est aussi surmonter ce risque de dualisation du marché du travail et d'une ségrégation professionnelle dont sont principalement victimes les femmes, les jeunes, les travailleurs et travailleuses avec les plus faibles qualifications. En effet, si on garantit un emploi avec un salaire qui non seulement doit correspondre aux critères du salaire minimum légal, mais une rémunération adéquate au sens du droit international des droits de l'homme, si on garantit un emploi qui s'accompagne de la protection sociale qui bénéficie à tous travailleurs et travailleuses salariés, cela permet de faire 3 choses. D'abord, cela permet de garantir que les effets macroéconomiques dont parlait Pavlina Tchernova vont se réaliser. Le calcul qui est fait par Pavlina Tchernova pour le Levy Economics Institute, c'est que il y a un effet multiplicateur lié au fait qu'on va accorder des salaires décents ou payer des salaires décents à une grande masse de travailleurs et travailleuses qui sont pour l'instant inoccupés. Aux États-Unis, son estimation, c'est que c'est 15 millions de personnes qui pourraient bénéficier de cette garantie emploi pour un total de 550 milliards de dollars de croissance, si on tient compte aussi des effets multiplicateurs qui en résultent. Et ceci résulte du fait qu'on paye aux personnes concernées une rémunération adéquate. Premier effet extrêmement important de cette garantie emploi. Deuxièmement, ça permet de renforcer le pouvoir de négociation des travailleurs et travailleuses et des syndicats qui, par ailleurs, auront à continuer à négocier avec des employeurs privés des conditions de travail, des conditions de salaire et d'autres aspects du statut du travailleur et de la travailleuse. Si on a une garantie emploi qui est une sorte d'option de sortie que tout travailleur, travailleuse peut exercer si les conditions proposées par les employeurs privés ne sont pas adéquates, on renforce le pouvoir de négociation des syndicats et des travailleurs et travailleuses dans le secteur privé. Ça me paraît une deuxième conséquence extrêmement importante. Troisièmement, et je termine par là, un effet important de la garantie emploi est très subversif, c'est qu'on va surmonter à travers cela, je dirais, la fétichisation de la méritocratie dans le travail, qui en fait consiste à traiter le travail comme un bien rare, un bien social qu'on doit mériter par les sacrifices que l'on consent en se formant, en se requalifiant, en acceptant de suivre le parcours du combattant ou de la combattante que suppose aujourd'hui le fait d'avoir accès à un travail. Ici, on a au fond une promesse que toute personne est employable et que le marché du travail doit être inclusif au point d'ériger le droit au travail en droit fondamental. Et donc on dit en fait, quelles que soient vos qualifications, vos mérites, vos compétences, nous allons identifier avec vous là où vous pouvez être le plus utile. On va aider à vous former aux tâches qui vous seront confiées et personne n'est considéré comme inemployable, exactement comme le fait le projet Territoire zéro chômeur longue durée. Donc je crois que pour que ces 3 effets macroéconomiques, de renforcement du pouvoir de négociation et enfin permettant d'aller au-delà du fétichisme de la méritocratie, pour que ces 3 effets puissent se réaliser, il faut effectivement que la garantie emploi protège le travailleur, la travailleuse qui en bénéficie, avec toutes les garanties qui accompagnent la notion de travail décent qu'on pourrait détailler et que l'OIT
travaille depuis 1999 aujourd'hui et qui est une sorte de réaction au détricotage du statut du salariat qu'on a connu depuis une trentaine d'années. Merci beaucoup, Olivier de Scuter. Céline Newenox, depuis le poste d'observation de la Fédération des services sociaux où vous vous situez, j'imagine que cette discussion autour des effets, enfin, plutôt les effets de ce détricotage dont vient de parler Olivier de Scuter, vous y êtes assez directement confronté. Donc, je me demandais si vous partagiez cette analyse relative à ce qu'il s'agit de garantir à travers cet emploi dont il s'agit justement de garantir. Enfin, on se comprend. Oui. Merci, merci Olivier. Merci pour l'invitation. C'est vrai qu'à partir de la Fédération des services sociaux, on a vu, et plus particulièrement depuis une bonne dizaine d'années, affluer dans les services sociaux et dans les services d'aide alimentaire des personnes qui avaient un emploi. Donc on voit vraiment que l'emploi ne garantit plus l'accès à des biens aussi fondamentaux que l'alimentation, par exemple, qu'un logement décent, et que on l'a vu encore plus évidemment avec cette pandémie qu'une sécurité. Donc on a vu vraiment affluer depuis une dizaine d'années des travailleurs avec des emplois précaires dans les services sociaux, ce qui est aussi un coût pour l'État. On pourrait y revenir, mais je veux dire, ces services sociaux sont largement subsidiés, l'alimentation est largement financée par l'Europe pour les colis alimentaires. Donc on voit aussi que c'est pas le même coût, mais c'est un coût pour l'État aussi. Donc non seulement on a vu affluer ça depuis vraiment une dizaine d'années, en devant aussi réadapter d'ailleurs la manière dont les services sociaux, leurs horaires, etc. Parce que à la base, quelque part, ces services sociaux s'adressent plutôt à des personnes qui étaient sans emploi, ce qui n'est plus le cas récemment. Et puis on a vu évidemment avec la pandémie affluer tous ces travailleurs précaires qui n'ont pas eu droit à une protection. Et on le voit encore aujourd'hui à quel point c'est problématique, pour donner simplement l'exemple des quarantaines, et c'est très très concret, mais on voit aujourd'hui dans la lutte contre ce Covid que toutes les personnes qui ont un emploi précaire ou un emploi dans l'économie grise, comme on l'appelle, sont vraiment en difficulté de pouvoir contribuer quelque part à la lutte contre ce virus en se protégeant, étant donné qu'ils ne savent pas financièrement être soutenus lorsqu'ils doivent cesser de travailler. Et peut-être un autre élément important, c'est que on voit aussi aujourd'hui à quel point l'emploi ne garantit plus non plus, et de plus en plus, on voit avec les chiffres de l'INAMI, des conditions d'alimentation, de logement et de travail suffisamment décents que pour avoir un accès à la santé quelque part. Et on voit que la santé, les personnes qui doivent arrêter de travailler pour des questions de santé, donc ça montre aussi à quel point l'emploi ne garantit pas et n'a jamais réellement garanti, mais on voit quand même aujourd'hui un accroissement important de personnes qui ont un emploi mais qui ne parviennent plus physiquement à pouvoir suivre. Donc je trouve que ce sont des éléments importants. Et peut-être le dernier élément important, une barrière importante dont il est aujourd'hui peu tenu compte, c'est la question des familles monoparentales à qui on propose des emplois qui sont en inadéquation avec leur vie privée. Et donc à quel point l'emploi ne s'est pas adapté, en fait le marché de l'emploi ne s'adapte pas à la manière dont la vie se déroule pour une série de personnes et qui ne peuvent pas ni s'éloigner trop de leur logement pour pouvoir aller travailler, ni avoir des horaires qui ne permettent pas de s'occuper par exemple de leurs enfants. Donc voilà quelques éléments très concrets qu'on voit sur le terrain et comme je le dis, je pense que c'est important, c'est un coût, donc il y a le coût du chômage, mais il y a tous les coûts parallèles qu'il faut aussi prendre en compte et qui sont des coûts qui sont aussi dégagés par l'État. Voilà. Merci beaucoup Céline. Felipe, pendant les discussions, entre autres, animées par Actiri sur la mise en œuvre du processus territoire zéro chômeur à Bruxelles, et puis il en était de même avec la FGTB, la CC à Charleroi autour de l'instance bassin. Et une partie des discussions dans les organisations syndicales portaient sur la commission paritaire et donc sur une partie des droits et des questions des revenus qui devaient être attribués aux travailleurs de ces futurs EBE, mais la discussion ici avec Céline et Olivier, elle élargit ce cadre en parlant un peu de ce qu'on pourrait appeler une espèce de démocratisation du marché de l'emploi. Est-ce que ce glissement et cette réflexion, elle vous semble pertinente ou est-ce qu'il y a des choses très précises et beaucoup plus localisées à garantir autour de cet emploi garanti en ce qui concerne la Belgique ?
Ah, par contre, il faut que vous réactiviez votre micro. Comme ça va? Ok. Mais donc, merci beaucoup pour cette invitation et je trouve le sujet, le projet global du forum vraiment passionnant. Effectivement, sur la question de ce que doit garantir un emploi dans un cadre comme celui-là, dans le cadre d'une garantie d'emploi, je ne vais pas revenir sur ce qu'Olivier a très bien dit, un salaire, une protection sociale, ce qui correspond au statut d'un emploi décent, ça me paraît la base fondamentale. Mais au-delà de ça, et donc je vais venir à la question des commissions paritaires qui peut paraître peut-être un peu technique ou juridique, mais qui est importante. Un emploi doit garantir, je vais quand même prendre 30 secondes là-dessus, une formation professionnelle. Contrairement au mantra des ingénieurs du marché du travail, ce n'est pas la formation qui amène le travail, c'est le travail qui amène la formation. Dans l'immense majorité des cas, ce qui forme les gens, c'est l'exercice du travail. D'ailleurs, ce qui donne accès aux gens aux formations professionnelles les plus pertinentes, les plus efficaces, c'est leur emploi. Et donc, c'est important, si on parle de garantie d'emploi, qu'on s'écarte radicalement d'un modèle de type occupationnel, de dire on va, pendant 30 heures tu feras bien quelque chose et puis on te donnera un peu d'argent. C'est un emploi qui doit reconnaître et développer des compétences. Ça me paraît important. Un deuxième point, avant d'en arriver à cette question que je vais appeler celle du protagonisme dans le travail, mais quand même un emploi doit garantir l'inscription dans un collectif. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui ont un emploi, y compris payé correctement, mais dans un isolement absolument tragique. Avec la géolocalisation, les techniques d'aujourd'hui, on peut très bien être technicien dans une entreprise même très compétitive, et puis pendant la nuit, on vient déposer des outils et des commandes dans le coffre de votre voiture, et puis vous partez de chez vous, et vous n'êtes plus en lien avec personne, et vous allez éventuellement entretenir des appareils sans jamais rencontrer même un collègue. Je ne parle même pas des situations de travailleurs de nettoyage qui, eux, ne sont pas bien payés, qui sont souvent dans une situation d'isolement en fait inhumaine, quoi. Et donc, si on parle d'une garantie d'emploi, il faudrait que ce soit un emploi qui inscrive les personnes dans des collectifs humains. Mais alors, j'en viens à cette question de ce que, selon moi, comme syndicaliste, un emploi garanti devrait garantir, si vous me permettez cette phrase-là, c'est la participation à des rapports de force, locaux, dans l'entreprise ou l'institution où on travaille, et plus globalement au rapport de force que crée le mouvement ouvrier. J'ai le sentiment que la différence radicale entre une démocratie faible, qui ne méritait pas de son nom, et une démocratie avec du contenu, une démocratie consistante, c'est pas tellement les systèmes électoraux qui feraient qu'on aurait un peu de meilleures élections, de meilleures listes, de meilleurs scrutins, la révocabilité de mandats, tout ça, ça peut être intéressant. Mais pour moi, ce qui est la différence fondamentale, c'est les travailleurs et les travailleuses ont du pouvoir s'ils exercent une activité suffisamment nécessaire à la collectivité ou à leurs actionnaires pour que l'éventualité d'arrêter ce travail constitue un réel pouvoir. Et je pense qu'une démocratie dans laquelle on priverait les gens de ce pouvoir-là, du pouvoir qui vient du fait de leur utilité, du fait de leur rôle dans une communauté, marchande ou non marchande ou politique, alors on va les mettre dans cette forme extrêmement diluée de la démocratie qui ne repose que sur le scrutin. Or, quand je dis cela, j'ai en tête une préoccupation précise, c'est que nous parlons sans doute d'un monde qui reste en grande partie un monde capitaliste, avec des entreprises, des actionnaires, du profit. Dans ce monde-là, si les travailleurs n'ont pas des possibilités de peser sur l'activité par leur choix, par leurs actions collectives, on n'a pas de prise sur la distribution primaire. La distribution primaire, c'est donc le partage dans l'entreprise de quelle partie de richesse va au capital, quelle partie de richesse va aux travailleurs. Si on n'a pas ça, alors le pouvoir politique est tout nu dans la sphère de la redistribution, qui est une sphère qui est souvent très chère au cœur des progressistes, mais on ne redistribue que ce qui a été distribué. Et donc, si les travailleurs n'ont pas permis d'aller chercher une part importante des richesses, alors la fiscalité, la Sécu se retrouvent à redistribuer peu de choses. Et donc, pardon si j'étais long, mais je pense vraiment que, et on y reviendra sûrement dans la suite de la discussion, il faudrait que cette garantie d'emploi
mettre les gens dans des structures, dans des emplois qui soient suffisamment utiles à la communauté qui les met en mouvement, qui les commandite, qui demande leur travail, pour que ça leur redonne aussi un pouvoir politique. Pour moi, le pouvoir politique des travailleurs, c'est d'abord leur travail en tant que travailleurs organisés. Merci beaucoup, Felipe. C'est effectivement cette question de qu'est-ce que le travail nécessaire dont vous parliez qui sera abordé dans un troisième temps dans cette discussion. Dans le temps qu'on va ouvrir maintenant avec Céline, je proposerais de repartir d'une des expressions que vous avez utilisées, qui était celle de l'inscription de ces travailleurs dans un collectif de travail sur lequel vous avez mis l'accent. Et effectivement, quand on entendait Pavlina Tcherneva dans son intervention, on entendait assez peu la question de dans quel type d'entreprise, quelle est la forme de l'entreprise qui doit incarner ce principe de garantie d'emploi, comment le travail peut être organisé, dans quel cadre est-ce que les activités dont on va parler tout à l'heure vont pouvoir se réaliser. Et c'est sur cette question-ci que je propose maintenant à Céline d'intervenir et donc d'ouvrir cette discussion et peut-être en réaction et en prenant appui éventuellement sur des travaux exploratoires que vous avez menés, y compris avec moi pour être complètement honnête, sur l'implémentation des territoires zéro chômeur de longue durée à Bruxelles. Il est aussi possible de le faire sur une autre base que celle-là. Oui, merci. Mais peut-être d'abord, juste pour commencer, je voudrais rebondir sur ce que Felipe vient de dire par rapport à la fois au lien et à la question du sens. Et je trouve que on a vraiment pu voir aussi dans ces petites expériences qu'on a menées dans le cadre de la phase exploratoire sur territoire zéro chômeur que alors, dans la vidéo, elle disait il faudrait offrir quelque chose à chacun qui vient toquer à la porte. Moi, je pense qu'il faut aller toquer à la porte de chez chacun. Aujourd'hui, on en est là. Il y a une telle désaffiliation, une telle coupure. Il y a vraiment des poches entières de population qui se sentent tout à fait déconnectées du monde tel qu'il avance et tel qu'il avance vite aujourd'hui. Et donc, ça, c'est une première chose que je voulais dire, c'est qu'il y a vraiment un investissement important à faire pour aller retoquer à la porte de chacun et en renforçant quelque part toute cette première ligne de travailleurs sociaux qui sont, je pense, le trait d'union entre le non-travail et le travail. Aussi parce que, et ça c'est vraiment tout à fait lié à l'expérience, il y a des besoins importants sur les territoires que les travailleurs sociaux d'ailleurs identifient très très bien, ceux qui connaissent bien les quartiers, ceux qui connaissent bien les gens des quartiers. Et donc, ça vient aussi avec cette question du sens, comme disait Felipe, de se sentir suffisamment nécessaire dans son travail pour sentir aussi le pouvoir qui est dans les mains du travailleur quand il travaille. Et donc, c'est vraiment mêler un peu à la fois cette question des liens qu'il faut renouer, du sens que ça peut avoir, mais ce sens, évidemment, souvent, il est assez... il peut être perceptible sur les territoires. Alors, on a vu comment cette crise a reposé toute une série de questions sur la manière dont, par exemple, on intègre la question des aînés dans nos sociétés, la question du climat. Donc, comme on le sait, c'est vraiment la question à la fois utile pour les gens et respectueux de la planète. Et là, je pense qu'il y a vraiment une possibilité de renouer avec la question du sens sur des territoires, mais en travaillant cette question du lien, parce que la désaffiliation, je pense encore aujourd'hui qu'on la minimise, et on le voit dans toutes ces stratégies de vaccination, pour vraiment dialoguer avec chaque commune de manière précise, à quel point on est démunis de ne plus avoir de lien avec toute une série de personnes. Et donc, je voudrais amener que ce projet de territoire zéro chômeur, pour moi, il est intéressant dans le sens où il inclut en fait cette question de reconnexion avec les gens sur le territoire et sur les besoins de leur territoire et sur les compétences et sur cette adéquation, comme je le disais, avec quelles sont vos possibilités aujourd'hui avec les nécessités d'un territoire. Et si on ne reprend pas la question à ce niveau-là, en fonction justement des possibilités des gens, etc., ça me semble difficile de faire le pas vers le travail. Donc, il y a toute une série de marches qu'il faut encore monter aujourd'hui pour une série de personnes parce que la désaffiliation a été tellement longue pour qu'ils puissent remonter sur ces questions de travail. Et il y avait encore une chose que je voulais dire, mais elle m'a échappé, donc elle reviendra plus tard. Voilà. Vous aurez à nouveau la parole. Felipe,
une fois qu'on a été frappé à la porte des personnes, pour reprendre l'expression que Céline vient de mobiliser, est-ce qu'une fois que cette démarche a été faite, selon vous, est-ce que c'est dans quel cadre il faut ensuite les intégrer? C'est-à-dire quelles sont les formes d'entreprises qui sont soutenues par la CNE ou par vous ici dans le cadre de cette discussion pour accueillir et pour incarner ce projet? Parce qu'on sait bien, je parle de l'entreprise, non seulement en tant que l'entité juridique qui va recevoir une partie des financements éventuellement des subsides, mais aussi de savoir comment est-ce que le pouvoir va être organisé au sein de ces entreprises. On vous entend à nouveau pas. Voilà, parfait. Voilà. Comment le pouvoir va être organisé au sein des entreprises et sur ces entreprises, si je peux diviser la question en deux. J'imagine en effet que si c'est, pour reprendre les paroles de, j'oublie son nom, l'autrice enfin vous avez compris de qui je parle. Pavlina Tcherneva. Pavlina, voilà. Elle a un nom plus compliqué que le mien. Si on veut mettre cette idée de job guarantee au service d'un monde d'après, d'un monde de l'après le Covid, d'une nouvelle société économie, c'est, j'imagine, pas pour reproduire les travers et le pire de ce qu'est en partie le monde de l'entreprise et le monde du travail aujourd'hui. Isabelle Ferreira a depuis longtemps utilisé, pour parler d'entreprise marchande, cette expression d'un régime domestique et non pas d'un régime démocratique. Le travailleur qui entre en entreprise, aujourd'hui, est supposé laisser aux porte-manteaux quand il entre ses droits de citoyen, son intelligence politique, et devenir simplement l'instrument d'une machine à produire du profit, bien souvent. Et donc, si on parle ici d'un autre modèle, se pose effectivement la question de dire comment le pouvoir est exercé dans l'entreprise, mais je voudrais aussi comment le pouvoir est exercé sur l'entreprise. Pourquoi est-ce que je coupe cette question en deux? Je pense que dans l'entreprise, c'est essentiel d'avoir des formes de démocratie dans la gouvernance ou la direction quotidienne de comment s'organise le travail. Ce sont les horaires, les méthodes, les lieux, les équipes, les procédures, etc. Tout ce qui aujourd'hui est très peu délibéré dans l'entreprise marchande. Et ça, c'est simplement respecter la maturité, l'intelligence, y compris en termes d'efficacité, des collectifs de travail. Ça ressemble à l'autogestion, mais attention que ça ne veut pas dire pour moi autogestion, et en tout cas à la CNE on a cette position-là, l'autogestion ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gestionnaire. C'est-à-dire que la gestion fait l'objet d'une délibération. Personnellement, je ne crois pas que dans des projets d'une certaine ampleur, on puisse se passer d'une personne ou d'une équipe qui gère les processus. La vraie différence, c'est est-ce que cette gestion est discrétionnaire, je suis le patron, donc vous allez faire ce que je vous dis, ou bien est-ce qu'elle fait l'objet d'une délibération. Ça, c'est l'étape ou l'étage dans l'organisation. Ça me paraît important de dire que la démocratie est une ressource et pas un emmerdement qu'on est obligé de subir. C'est une ressource pour travailler mieux, pour mieux respecter les gens. Après, sur l'organisation, comment le pouvoir s'exerce sur l'organisation? Aujourd'hui, dans 90% des situations de la vie des travailleurs en Belgique, ce pouvoir s'exerce par le principe très simple de la société anonyme, 1 euro égale une voix. Et donc, le pouvoir est exercé par l'argent des investisseurs qui font ce qu'ils veulent de l'entreprise, y compris la détruire, ou la fermer, ou la vendre, si c'est dans l'intérêt du cours des actions ou de la stratégie des actionnaires majoritaires. La question de savoir comment serait définie la politique, quels investissements, quels projets, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait plus. Ça, c'est une question qui me paraît fondamentale et qui suppose qu'il y ait quelque chose comme une communauté locale vivante, qui ait une vitalité démocratique à l'échelle locale, qui permette de dire, je ne sais pas moi, moi j'habite à Schaerbeek, est-ce que c'est plus important d'entretenir le parc Josaphat, ou c'est peut-être plus important de s'assurer que toutes les personnes âgées soient traitées correctement en autonomie chez elles, ou que sais-je. Ça ne peut pas être l'actionnaire. Par définition, c'est pas un actionnaire qui va décider ça pour faire plus de profit. Ça doit être une instance locale, démocratique, si on suit l'idée de Pavlina Tcherneva. Mais ça, c'est pas évident. Et je dois dire que, sans vouloir ici faire de la politique belgo-belge, le projet de territoire zéro chômeur de longue durée, tel qu'il évolue en Wallonie, en tout cas,
m'inquiète de façon très importante parce qu'il ne respecte ni le recours à une communauté locale qui invente les projets, qui les hiérarchise et qui les définit, ni ce principe d'exhaustivité qui veut que sur le territoire dont on parle, tout le monde, et pas seulement certaines catégories de chômeurs, aurait droit à un accès. En soi, ça ne veut pas dire que ce qui est prévu par le gouvernement wallon n'est pas bon, ça veut simplement dire que ce n'est pas du territoire zéro chômeur. Et donc ma crainte, c'est qu'on disqualifie dans l'opinion publique, mais aussi dans les capacités de décision politique à l'avenir, ce concept, qui est un vrai concept de garantie d'emploi, pour en faire autre chose, qui serait de renforcer un petit peu des dispositifs existants, qui sont probablement sympathiques, mais c'est le danger des bonnes idées. Hein. Les bonnes idées mal appliquées, ou appliquées de façon approximative, elles finissent par, le résultat décevant, finissent par les disqualifier. Et donc moi, je pense que cette idée de job guarantee, sous certaines conditions dont nous parlons aujourd'hui, est une idée extraordinairement puissante, mais si on ne respecte pas les principes fondamentaux dont nous parlons ici, et par exemple, si on ne constitue pas des collectivités territoriales qui soient les commanditaires ou les maîtres d'œuvre de cette job guarantee, on va, je pense, décevoir durablement les partisans de ce projet. Merci beaucoup, Philippe. À titre personnel, je partage entièrement votre analyse de la situation wallonne qui est assez inquiétante. Moi, je serais encore plus inquiet que ce que vous dites. Si on peut continuer sur ce sujet maintenant avec Olivier Discuteur, ce serait vraiment bien, peut-être en rappelant une discussion qui a eu lieu hier soir sur cette plateforme où Paul Magnette disait que si mes souvenirs sont bons, il concluait son intervention en disant que les entreprises publiques devaient aujourd'hui incarner ce principe de démocratisation, y compris dans la façon dont le travail est organisé au sein d'elles-mêmes. Est-ce que vous pensez vraiment que ça fait partie du périmètre d'une garantie emploi de se soucier avec autant de mettre la barre aussi haut en matière de démocratie à l'intérieur de l'entreprise ? Mais je crois que les entreprises qui seraient chargées de fournir cette garantie emploi doivent effectivement montrer l'exemple, y compris en matière de démocratisation du travail et de participation des travailleurs et travailleuses à la vie démocratique de l'entreprise et aux choix stratégiques qui sont faits en son sein. Exactement comme on le disait tout à l'heure pour les salaires, il s'agit de placer la barre suffisamment haut pour que le reste de l'économie se sente obligé de suivre et pour que cette expérimentation ne soit pas simplement une expérimentation de droit à l'emploi garanti, mais soit aussi une expérimentation portant sur la manière dont on va mettre les gens au travail dans le respect de la dignité, dans le respect de l'autodétermination de chacun et dans le respect d'une entreprise authentiquement démocratique. Julien, on ne t'entend pas. Désolé, j'ai du mal avec cette plateforme qui ne fonctionne pas avec les mêmes raccourcis que les autres. Felipe, je proposais maintenant de revenir avec vous de revenir vers vous pour aborder le troisième principe, celui de la dépollution, et donc aussi du type d'activité qu'une garantie emploi peut et devrait rémunérer. Avec ce que vous disiez tout à l'heure sur la nécessité de construire un pouvoir local autour de la définition des activités, on avait là une perspective un peu procédurale sur comment est-ce qu'on doit identifier ces activités. Mais ce qui vous semble pas important aussi, dans le cadre d'une garantie emploi, on se soucie en amont du type d'impacts sociaux et environnementaux que ces emplois garantis doivent viser, de façon un peu plus substantielle pour le coup. Oui, alors je vais répondre en 3 niveaux. D'abord, le plus bête, il s'agit bien d'avoir des emplois et des entreprises à but d'emploi, comme on dit en France, qui elles-mêmes n'aggravent pas la catastrophe écologique. Donc, on peut imaginer que le degré zéro d'exigence
à cet égard-là serait d'avoir des entreprises qui soient exemplaires en termes de pollution, production de déchets, etc., consommation d'énergie. Ça, ce n'est pas grand-chose. Un deuxième niveau qui est relativement banal, lui aussi, serait dire que l'une des missions logiques ou évidentes qu'on peut attribuer à ces entreprises-là, c'est la dépollution ou le soin donné à l'environnement. Ce sont des activités qui, en général, ne sont pas rentables dans les termes que le marché connaît, qui sont des termes très très courts. Hein. Les actionnaires, ils pensent en trimestre quand ils pensent le plus loin possible. Et donc, sans doute que c'est un type d'activité, voilà, entretenir les espaces publics, etc. Mais je trouve que tant qu'on en reste là, on reste à des choses assez banales et qui n'ouvrent pas les possibilités réelles de ce type de création d'emplois. Je pense que pour une communauté puisse se dire, nous allons consacrer 20, 30, 50 emplois précieux. Donc, ce n'est pas l'occupationnel, c'est des emplois dont on a besoin. Avec une perspective écologiste de dépollution, pour reprendre le terme du manifeste, il faudrait que ces emplois permettent à la communauté, à la collectivité dans laquelle ils s'inscrivent, de vivre de façon écologique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir 30 bonshommes qui nettoient le parc, ce qui serait une chose fort agréable, mais ça ne changera pas. Je veux dire, si on prend la mesure de l'enjeu écologique, moi, mes voisins, les gens qui habitent dans la même communauté que moi, nous vivons de façon polluante, de façon incompatible avec les limites physiques de la planète. Pas parce que nous sommes des êtres méchants ou qui méprisons la réalité, mais parce que, voilà, se déplacer dans Bruxelles aujourd'hui, acheter de la nourriture dans Bruxelles aujourd'hui, enfin, tout ce que vous avez envie, acheter des vêtements, avoir des activités de loisirs pour les enfants, etc. Tout ça passe par des mécanismes essentiellement de marché, et ce sont des mécanismes dans lesquels nous sommes avec des choix extrêmement limités. Si nous avions dans cet espace, le territoire zéro chômeur ou la communauté, la collectivité, des personnes qui travaillent de manière active à produire des richesses non marchandes. Je dis bien produire des richesses. Hein. Et donc ça va au-delà de juste un cadre de vie plus agréable parce qu'il n'y aurait pas de papier dans la rue ou que sais-je. Pour moi, si, par exemple, la garde des enfants en dehors des horaires scolaires ou le soin aux personnes âgées très dépendantes qui aujourd'hui, dans la société de marché, nous sommes, coûtent extraordinairement cher, ou si des activités de loisirs et de culture de qualité peuvent être réalisées parce qu'il y a du travail humain et des activités intensives en travail dans cette communauté, ça me permet d'avoir du revenu. Ce n'est pas de l'argent que j'aurai sur mon compte. Mais si les besoins essentiels de ma famille, de mes vieux parents, de la communauté à laquelle j'habite, échappent au marché en partie, hein, donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut sortir à 100% du marché, ce ne sera pas dans cette vie-ci pour moi, mais si on peut faire échapper la plus grande partie possible, une plus grande partie possible de nos besoins essentiels au lot du marché, ça veut aussi dire qu'on peut choisir des alternatives qui aujourd'hui n'existent pas ou sont impayables, et qui sont des alternatives qui, elles, s'inscrivent dans les limites physiques de l'existence de la vie sur Terre. Donc c'est peut-être un peu général, je n'ai pas envie de donner des exemples super précis, mais je pense que ça évoque quand même l'idée que l'activité écologique et sociale, parce que pour moi ça n'a aucun sens de diviser les deux, de ces emplois dans la communauté où ils se trouvent, doit procurer des richesses indirectes aux habitants, aux membres de cette communauté. Je dis indirect parce que ce n'est pas de l'argent cash sur mon compte, mais c'est que la vie devient vivable, agréable dans un cadre écologique et responsable. Merci beaucoup, Felipe. Je me retourne vers vous, Olivier de Scuter, parce que dans votre première intervention, vous avez parlé de la garantie emploi en la distinguant de ce qui se passait avec les employeurs privés. Donc, ça laissait présager que dans votre conception de la garantie emploi, il pouvait s'agir d'un employeur public. Or, pour reprendre une statistique qu'on a produite dans la foulée de l'émission dont on a vu un extrait tout à l'heure,
à la sortie du premier confinement, il y a 1500 répondants qui avaient répondu à l'enquête qu'on avait construite, et 90% considéraient que leur travail était utile, mais seulement 45% travaillaient dans des secteurs qui étaient reconnus comme tels par les arrêtés royaux et donc par les pouvoirs publics. Et donc, la question qui se pose maintenant, c'est de savoir, alors, dans le cadre de ce projet-ci, selon vous, comment est parti ce travail utile ou ce travail nécessaire, pour reprendre l'expression qui est utilisée par Felipe tout à l'heure, doit être défini? Je crois qu'il faut partir de ce que Felipe vient de dire, c'est qu'il y a beaucoup de besoins dans la société qui ne sont pas satisfaits à travers les mécanismes du marché, parce que ces besoins ne sont pas solvables. Des personnes, des ménages précarisés, des personnes âgées avec des faibles pensions, qui ne peuvent pas payer ce que le marché réclamerait qu'elles payent pour des services d'aide aux personnes ou pour l'accès à certains biens sociaux, voire même à des loisirs, ou encore évidemment toute la transition écologique qui suppose des emplois qui ne sont pas pour l'instant rémunérés parce qu'il n'y a pas de marché qui permette de les récompenser à leur juste valeur. Et donc, on a dans ces débats, si vous voulez, comme point de départ, ce constat, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire dans la société pour la transition écologique et pour la justice sociale, mais on n'a pas un marché qui crée suffisamment d'emplois rémunérés pour satisfaire ces besoins. Et quand on regarde du point de vue historique, si vous voulez, d'où viennent les inspirations de Pavlina Tcherneva, c'est notamment tout le programme de Franklin Delano Roosevelt dans le cadre du New Deal à partir de 1932-36, qui comprenait des programmes de travaux publics extrêmement importants et qui précisément permettaient de rencontrer certaines demandes non satisfaites de la part du public. Par exemple, le fameux projet de bibliothèque dans toute une série de villes aux États-Unis. On a des travailleurs et travailleuses, c'était en fait une majorité de femmes avec des faibles qualifications, qui organisaient l'accès pour des enfants issus de milieux défavorisés à des livres avec la mise sur pied de bibliothèques publiques. Et c'était une manière de mettre au travail 14 500 personnes au moment du lancement de ce projet. Autre exemple, ce fameux projet de l'armée de l'arbre, magnifique titre, n'est-ce pas, Tree Army, qui a conduit des milliers de personnes à qui l'on a donné des emplois, à réhabiliter des parcs, à travailler la terre pour réduire le risque d'érosion, ou encore à reforester certaines zones qui subissaient la déforestation. Donc c'est pas nouveau, il y a presque 100 ans que ces expériences ont été tentées. Et une des controverses aujourd'hui autour de l'évaluation de l'expérience territoire zéro chômeur longue durée, c'est précisément comment valoriser ces services, ces externalités positives que rendent ces emplois que l'on crée, comment évaluer leur valeur monétaire, et c'est évidemment très compliqué et controversé. On se rappelle peut-être qu'en novembre 2019, il y avait une évaluation de l'expérience territoire zéro chômeur de longue durée qui avait abouti à un premier constat, c'est qu'en fait, il coûtait assez cher de les mettre sur pied à travers la création de ces entreprises à but d'emploi par rapport aux économies qui étaient faites. Et la réplique qui datait des Carmonde, qui me paraît tout à fait correcte, c'est de dire qu'on a sous-estimé les externalités positives, les services rendus à la collectivité par la création de ces emplois qui satisfont ces besoins non satisfaits aujourd'hui par les mécanismes de marché. Alors, je viens vous poser la question de savoir quel est le travail utile. Je pense que même si 90% des gens disent qu'elles ont le sentiment que le travail qu'elles font est utile, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que leur travail n'est pas reconnu, ne sert à rien, voire même est nocif. Tout ce que décrit David Graeber dans Bullshit Jobs, c'est exactement ça. Et je crois que c'est extrêmement important de prendre la mesure de cette perte de sens dans le travail qui tient notamment au fait que Felipe décrivait bien mieux que je ne saurais le faire moi-même, qui tient notamment au fait que le travailleur, la travailleuse
n'a rien à dire sur la façon dont le travail est organisé, n'a pas du tout de capacité à exercer des droits de citoyenneté dans l'entreprise et n'est jamais qu'un pion dans une machine productive dont il comprend d'ailleurs parfois à peine les règles de fonctionnement. Et donc, je suis surpris de ce chiffre de 90%. Qui ne correspondent pas à d'autres études où on entend des travailleurs, des travailleuses déplorer la perte de sens de leur travail. Et je crois que c'est extrêmement important de se saisir de l'opportunité de ce débat sur démarchandiser, dépolluer et démocratiser pour poser cette question du sens comme devant faire partie du travail décent. Merci beaucoup, Olivier. Il y a effectivement sans doute beaucoup de choses à discuter sur l'échantillon de l'enquête en question, vu que l'enquête avait pris plus de 40 minutes à être remplie par la plupart des personnes et que c'était uniquement en ligne. Donc, il n'y avait pas de prétention à la représentativité statistique de l'ensemble de la population à travers cette enquête. Mais peut-être qu'il y a une partie de la population qui ne répond pas justement à cette enquête. Céline New-Noise, c'est une partie de la population avec laquelle les associations qui font partie de votre fédération sont en contact au quotidien. Et est-ce qu'à partir des discussions, des échanges, des connaissances qui sont produites avec ces travailleurs des services sociaux de première ligne, est-ce que vous parvenez à identifier de façon un peu plus substantielle les services et peut-être les activités de production aussi qui devraient être assurées dans le cadre d'une garantie emploi ou à plus petite échelle dans un premier temps, dans un cadre expérimental, dans le territoire zéro chômeur de longue durée? Alors, je ne vais peut-être pas tout à fait répondre à votre question, mais je pense d'abord important de dire qu'en effet, les enjeux sociaux et climatiques doivent être sur le même pied et qu'aujourd'hui, ils ne le sont pas. Clairement, ils ne sont pas dans le monde du travail. Que le risque qu'on court et qu'on vit aujourd'hui, pour moi, c'est une espèce de double fracture dans la société, d'abord socio-économique et puis ensuite environnementale. Ça veut dire qu'on a quelque part les personnes qui n'ont pas d'autre choix que d'être employées par des entreprises qui ne contribuent pas, voire au contraire, à la lutte contre le réchauffement climatique en devant être à l'usine pour préparer des plats préparés qui sont mauvais pour la planète, mauvais pour la santé, etc. Et donc, qui n'ont pas le choix de se poser cette question-là. Et puis, par ailleurs, on a en effet des projets de super vélos, de voitures partagées, de marchés bio, etc., qui ne sont pas accessibles en fait à ces personnes-là. Et donc, pour moi, là, il y a vraiment un enjeu important parce que les gens nous disent vraiment avoir la volonté de contribuer à ce mouvement de lutte contre le réchauffement climatique, etc., mais sont quelque part prisonniers de leurs moyens financiers qui ne leur permettent pas toujours. Et aujourd'hui, comme je le dis souvent, c'est quand même quand on voit le prix d'une lasagne dans un supermarché bas de gamme et qu'on travaille, qu'on est mère seule avec 3 enfants, etc., bah, malheureusement, c'est beaucoup plus accessible que d'aller au marché bio et d'acheter des légumes qu'il faut cuisiner, etc. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je pense quand même en effet que dans les quartiers, on a identifié dans le projet Territoire zéro chômeur, je ne vais pas les étaler ici, je pense que Julien, tu pourras peut-être en parler après, toute une série d'activités qui pourraient permettre aussi à des quartiers, je partage le même quartier que Felipe, Schaerbeek, il y a des enjeux vraiment directs de dépollution, de verdurisation et dans d'autres quartiers encore plus, dans lesquels il serait utile et pertinent et dans lequel les gens ont envie de s'investir parce que ça a du sens. Mais aujourd'hui, en effet, le marché ne s'en saisit pas parce que la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Et donc, il y a vraiment une opportunité là de croiser à la fois cette question du sens, cette question de la démocratie, parce que travailler aux besoins de son quartier, c'est quelque part retrouver un pouvoir dans sa rue, dans son quartier et plus largement dans sa commune peut-être. Donc je trouve que ça permet vraiment de croiser cette question du sens, cette question de la réappropriation des espaces dans lesquels on vit et aussi cette intégration de tous dans ce mouvement qui prend aujourd'hui et qui, pour moi, n'est pas suffisamment démocratique. Et on voit aujourd'hui que toute une série de personnes ont le luxe de pouvoir vivre vert quelque part. Et il y a vraiment un enjeu urgent pour moi
à travailler à la démocratisation à la fois de ce que le marché propose pour vivre vert, mais aussi à la réappropriation de ce qui se passe dans notre rue, dans notre quartier, parce que y a des vrais... je veux dire, c'est particulier d'avoir autant de discours sur la verturisation, sur la nécessité de manger bien et d'arrêter de polluer la planète, et puis d'avoir des écoles avec des cantines, avec des produits tout à fait mauvais pour la santé. Et l'exemple de l'aide alimentaire qui s'est améliorée ces dernières années, mais on a quand même aussi, on est en train de commencer à parler de l'enjeu qu'il est quand même utile dans les colis alimentaires de cesser d'avoir des produits qui sont avec des taux de sucre et de graisse pas possible. Mais tout ça, pour moi, sont des petites choses, mais qui contribuent à creuser ce deuxième fossé, à la fois, comme je disais, socio-économique et puis maintenant environnemental, climatique, et y a vraiment dans le discours des personnes un intérêt, une volonté à contribuer. Voilà. Merci beaucoup, Céline. Avant d'ouvrir la discussion avec les participants au panel, vu qu'il y a une espèce quand même d'unanimité autour de la table en faveur de ce principe, alors, et pourtant, on est en même temps confronté au constat que cette proposition, elle est sur la table quand même elle a une histoire, comme le rappelait Olivier de Scuter, mais elle est dans ses formes actuelles aussi remise en débat récemment, et on ne voit pas un soutien massif en faveur de cette proposition. Et donc, moi, ce qui m'intéresserait maintenant, peut-être en une minute chacun, que chacun de vous trois puisse identifier les conditions de réussite d'une garantie emploi telle qu'on l'a décrite aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a non seulement un moyen efficace de faire avancer la démarchandisation du travail, mais qui vise en même temps l'objectif de démocratisation et celui de dépollution, et donc qui tient ensemble ces trois objectifs sans faire de concessions sur aucun de ces trois axes, si je puis m'exprimer ainsi. Est-ce qu'il y en a un de vous trois qui est disposé à identifier ce qui constitue, selon lui, les conditions de réussite à la mise en œuvre de ce projet à l'échelle de la région ou d'un micro-territoire ou du pays, voire de l'Europe idéalement, mais voilà. Est-ce que l'un de vous souhaite commencer? Olivier, je vois que vous hochez la tête, je vais vous donner la parole en premier. J'ai surtout envie d'entendre ce que Céline et Felipe ont à dire là-dessus, mais je dirais quand même, il y a un droit au travail dans le droit international des droits humains, et celui-ci peut être revitalisé à partir des expériences qui commencent à se développer autour de cette idée. Fondamentalement, à quoi faisons-nous face, ou qu'est-ce qui fait obstacle? C'est deux choses. D'abord, c'est l'intérêt du monde patronal à ce que l'on reste avec un chômage à un niveau relativement stable, en tout cas pas aucun chômage du tout, parce que c'est évidemment la meilleure façon d'obtenir des concessions de la part des syndicats. Et c'est, à mon avis, un petit peu l'éléphant dans la salle, si vous voulez. Tant qu'on aura un taux de chômage relativement élevé, il sera très difficile pour les syndicats de s'opposer aux menaces de délocalisation, de flexibilisation qui leur sont constamment proposées. Et donc, c'est un vrai problème, un problème, je dirais, de droit de veto de cette partie-là du monde social. Et deuxième obstacle, c'est que il n'est pas facile d'avoir une estimation convaincante aux yeux de tous et toutes, et notamment du monde des experts, des bénéfices d'une expérience comme territoire zéro chômeur longue durée, parce que même si on peut s'entendre sur le fait que cela coûte cher, entre guillemets, de payer les allocations de chômage, on a beaucoup moins d'unanimité sur les impacts pour la collectivité d'avoir des gens qui sont en chômage de longue durée, développent des dépressions, peuvent, le cas échéant, encourager la petite criminalité. On a moins de consensus, on l'a dit tout à l'heure, sur les externalités positives que certains emplois créés pour rendre des services d'aide aux personnes et écologiques rendent à la société. Et donc, il y a là
un débat sociétal qui doit encore se tenir. Mais je pense que il y a quand même pas mal d'étoiles qui sont alignées pour que la question aujourd'hui soit reposée. Et je crois que la revendication du droit au travail, qui est dans la Constitution, peut être un outil peut-être à ne pas sous-estimer. Merci beaucoup, Olivier. C'est effectivement aussi la perspective qu'adopte Élise Dermine, qui a travaillé sur ce projet, sur l'implémentation du projet Territoire zéro chômeur de longue durée en Wallonie et à Bruxelles. J'ai envie de donner la parole à Felipe parce que malgré ce que Olivier vient de dire, on constate quand même que, en tout cas à Bruxelles, il y a une forme de réticence syndicale. Alors, je ne vais pas vous demander de tenir le rôle des syndicats qui freinent le projet, parce qu'il existe aussi plusieurs personnes et plusieurs instances syndicales qui soutiennent le projet. Mais donc, il n'y a pas d'unanimité syndicale sur cette question, et donc ça nous intéresse particulièrement de vous entendre maintenant. Oui, alors deux choses. J'ai fait part au fil de la discussion jusque maintenant de mes craintes qu'un mésusage ou qu'une utilisation trop approximative du concept donne soit pas de résultats du tout ou des résultats différents. Je veux dire, si on utilise les budgets, par exemple, en région wallonne prévus pour l'expérience pour faire un peu plus de la même chose dans de l'aide sociale, je ne vais pas cracher dessus. Si on fait un peu plus d'aide sociale, ce sera un peu mieux. Mais on ne changera pas les règles du jeu. Donc ça, je l'ai déjà dit, je ne reviens pas trop dessus. Je crois qu'il va y avoir une autre réticence, et je pense qu'on doit y être attentif. L'expérience du chômage, elle est traumatisante pour les gens qui sont jetés, qui sont longtemps, qui n'en voient pas la sortie. Mais je pense que nous connaissons tous des personnes qui, dans une transition de leur vie, parce qu'il y a eu un accident, ou parce qu'ils ont choisi de quitter un travail, ou qu'ils n'en pouvaient plus, ou qu'on n'a plus voulu d'eux, ou qu'on a fait une entreprise, ont vécu pendant un temps, pas trop long, l'expérience que ne pas travailler. C'est aussi l'espace dans lequel on se redéfinit, on change un peu la donne de sa vie, etc. Et donc, il ne faudrait pas que le droit à l'emploi soit dévoyé dans une espèce de forme douce du travail obligatoire. Je prends des mots un peu horribles, mais je pense que le droit à s'arrêter, et donc, par exemple, est-ce que les gens qui sont dans des dispositifs comme ceux-là ont droit, à un moment donné, à du créditant, le droit de refuser un travail qui ne vous convient pas. Parce que je trouve très attentif que la solution démocratique, écologique et sociale, elle n'est pas de faire travailler tout le monde tout le temps. Elle est de donner aux gens qui en ont besoin, et on en a à peu près tous besoin la plus grande partie de notre vie, un emploi digne, salaire décent, etc. etc. Mais donc ça, c'est une réticence de principe. Aujourd'hui, on est dans une situation en Belgique où, en principe, le droit au chômage est d'une durée illimitée, mais en pratique, ce n'est pas le cas, avec la dégressivité des allocations et avec ce que j'appelle chasse aux chômeurs, mais qui ne s'appelle pas comme ça dans les règlements, bien sûr. Mais la forme de harcèlement dans laquelle on met les chômeurs pour qu'ils prouvent sans cesse qu'ils sont dans un effort extraordinaire de recherche d'emploi, c'est une forme de harcèlement sur les chômeurs qui coûte beaucoup d'argent, qui prend beaucoup de temps, qui a des effets assez délétères sur la vie des gens. Donc ça pourrait plaider pour dire, OK, il vaut mieux alors dire, il y a des emplois, et la chasse aux chômeurs d'aujourd'hui est remplacée par le fait que si vous avez un emploi qui vous correspond, vous avez des compétences, une histoire, etc., des situations de vie, comme disait Céline, je crois, ou Olivier, je ne sais plus, qui fait que tout le monde ne peut pas aller travailler à 100 km de chez soi, ou travailler le soir ou le matin, alors vous n'avez pas le droit de refuser cet emploi-là, ou alors vous perdez le bénéfice du chômage. Mais en tout cas, conserver l'assurance chômage, pour dire si à un moment donné, je perds un emploi qui était bon pour moi, tant que je n'ai pas retrouvé un autre qui est correct, décent pour moi, j'ai comme cette assurance-là. Voilà. Si je peux encore ajouter une phrase, quant aux externalités positives ou à la mesure de la valeur de ces travaux démarchandisés, j'avoue que j'ai une confiance assez limitée dans les modèles économiques qui la mesureraient de façon monétaire, de façon très crédible. J'ai un peu peur qu'il y aura 1000 modèles et selon les hypothèses et les valeurs qu'on mettra à l'entrée du modèle, on arrivera à des résultats complètement disparates. Et donc moi, j'ai un autre point de vue sur l'utilité
du travail démarchandisé. C'est que si nous pouvions nous mettre d'accord que la valeur cardinale du projet de société, c'est l'égalité, et j'entends bien, par exemple, ce que Céline disait sur l'égalité de la participation à l'écologisation de la vie, hein, c'est pas qu'un truc de bobo qui roule à vélo électrique. Si la valeur cardinale, c'est l'égalité, alors je pense que dire tout le monde a le droit, dès qu'il est en forme pour le faire, dès qu'il veut un emploi, tout le monde a le droit à un emploi utile et payé correctement, ça c'est la base de l'égalité. Et pour moi, c'est vraiment la crainte ou la préoccupation centrale dans l'après-pandémie, si tant est qu'on arrive un jour à l'après-pandémie. Je me rappelle d'une déclaration du directeur de la Banque nationale de Belgique au milieu de la pandémie, qui nous avertissait, nous les Belges, il nous disait en moyenne, nous sortirons de cette crise plus pauvres. Alors en moyenne, évidemment, quand Bill Gates rentre dans un restaurant, tous les clients sont milliardaires, comme vous savez, ça ne veut rien dire. Mais je me dis, est-ce que c'est grave de sortir en moyenne plus pauvre? Ou est-ce que l'enjeu, c'est pas de se dire que, en tout cas, on doit garantir, par beaucoup plus d'égalité, que tout le monde ait une vie décente? Ce qui supposerait, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, de réfléchir à ce que signifie un revenu maximum démocratique ou un patrimoine maximum démocratique. Mais donc, bon, l'évaluation du processus ne peut pas se faire par un modèle microéconomique qui va nous dire ça va rapporter autant. L'évaluation, c'est on veut une société d'égalité et ça passe par là. Merci beaucoup, Felipe. Je trouve que même si vous terminiez en disant que c'était hors sujet, je pense qu'il y a une vraie question autour de l'articulation des revendications aujourd'hui et la façon dont différentes expérimentations peuvent collectivement contribuer à répondre à l'ensemble des trois défis qui sont identifiés par le manifeste, et que en cela, la question de la réduction collective du temps de travail, par exemple, qui a été abordée sans le dire à plusieurs reprises, mérite elle aussi d'être mise à l'agenda et pas être opposée systématiquement à cette mesure en disant ce qu'on veut, c'est de la réduction collective du temps de travail et pas des territoires zéro chômeur. Il y a à mon avis, un travail à faire autour de l'articulation de ces efforts en faveur d'une démocratisation, d'une démarchandisation et d'une dépollution du travail et par le travail. Mais avant d'ouvrir le débat avec la salle dans le quart d'heure qui nous reste, est-ce que Céline, vous qui avez pris la parole dans l'espace public et qui est une des rares personnalités à l'avoir fait dans l'espace médiatique belge en faveur de cette proposition, qu'est-ce que vous identifiez dans les échanges que vous avez pu avoir comme les conditions de réussite de cette garantie emploi dans le sens qu'on lui donne, ou quelles sont les barrières qui nous restent à lever pour contribuer à l'acceptabilité de cette mesure, non pas par la population de façon générale, parce que ça, à nouveau, dans l'enquête qu'on a menée et dont il était question tout à l'heure, on voyait que c'était la mesure qui était la plus largement soutenue par les répondants, mais peut-être par les corps intermédiaires auxquels vous êtes confrontés, par la classe politique. Oui, alors, ce qui me semble étonnant, c'est que le sentiment d'urgence ne semble pas encore au rendez-vous. Or, tout a été démontré aujourd'hui. Pas seulement, en fait, je pense que ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'on ne parle pas simplement d'une question d'emploi, mais c'est la question de la démocratie qui est ici en jeu. Ça veut dire que quand je parlais de la désaffiliation des personnes, c'est vraiment ce sentiment de ne plus compter pour la société, mais aussi le sentiment de ne plus avoir d'espace et de ne pas trouver l'espace pour avoir un mot à dire. Et trouver l'espace pour avoir un mot à dire, ça commence souvent par le quartier, ça commence souvent par les besoins du quartier, ça commence souvent par justement de reprendre du pouvoir, comme je le disais, sur sa rue, sur son quartier. Tous les exemples qui sont ressortis de l'étude, les conciergeries de quartier, etc. Il y a vraiment, on voit que les gens ont une parole sur les besoins du quartier, et qu'on voit aussi que la démocratie est très, très en mal aujourd'hui. Et là, je pense qu'on ne peut plus se leurrer. On l'a vu et on voit à quel point aujourd'hui on peine à embarquer dans... Ah, j'ai perdu Céline, je ne sais pas si vous aussi. Ok. Vous aussi. Vous m'entendez de nouveau? On t'entend à nouveau. Oui, on t'entend. Ah, bon, je ne sais pas où vous vous êtes arrêté, mais ce n'est pas grave. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une urgence en termes d'emploi, mais
ces projets territoire zéro chômeur permettent de faire rencontrer la question de l'emploi et la question de redémocratiser quelque part nos sociétés. Bon, je vais la vidéo. Voilà, j'éteins ma vidéo, comme ça vous m'entendrez peut-être. Et que donc c'est là aussi que je pense que les corps intermédiaires et tout le secteur social a aussi, et on le voit, on les a embarqués sur le projet, sont enthousiastes à l'idée de retendre la main aux gens, d'aller toquer à la porte pour prendre le temps de les entendre. Comme mon Internet est apparemment instable, je vais m'arrêter là, mais je voudrais vraiment qu'on puisse mesurer à quel point pour toutes ces personnes qu'on a laissées de côté et qui se sentent totalement désaffiliées, ces projets ont vraiment du sens pour retrouver et réamorcer la pompe démocratique. Voilà. Merci beaucoup, Céline. On t'entendait très bien quand la vidéo était coupée, donc pas de souci. Pour la suite de la discussion, si tu peux recouper la vidéo, on t'entend. Je pense que ça faciliterait effectivement les choses. Est-ce que vous avez maintenant, je m'adresse aux participants au débat et puis peut-être aussi et surtout à ceux qui l'ont écouté jusqu'ici. Si vous avez des questions, il y a une section Q&A qui permet de poser directement des questions et qui me permettent pas d'avoir à parcourir le fil de la discussion pour identifier chacune des questions. Je vois dans cette section Q&A justement Gaëtan Van Lokeren qui demande à Felipe pourquoi ne travaillerait-on pas sur un projet de convention collective de travail des entreprises à but d'emploi pour y incarner, y traduire les principes du manifeste travail. Cette question avait d'ailleurs été abordée aussi par une personne qui assistait au débat tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a encore, et qui travaillait avec le groupe Carolo sur ces enjeux. Mais Felipe, je vous laisse répondre. S'il y a d'autres questions qu'elles soient posées à cet endroit-là, je pourrais m'en faire le relais. En tout cas, à la question de Gaëtan, je suis certainement intéressé de réfléchir à quelle est la forme d'organisation syndicale, d'organisation des travailleurs dans ces entreprises à but d'emploi ou dans les structures qui accueilleraient les personnes qui bénéficieraient de cette garantie d'emploi. Faut-il une convention collective ad hoc? J'ai un doute. Pour moi, on serait dans un modèle de services publics locaux ou de services non marchands qui existent en Belgique, simplement qui sont insuffisants, insuffisament financés, qui ne répondent pas à cette idée de répondre à une demande locale ou remplir des missions localement définies. Mais quant à l'organisation du travail, qu'est-ce que c'est qu'un horaire, un salaire, les droits au congé, que sais-je, je ne suis pas sûr qu'il faille une commission paritaire ou des conventions collectives différentes. Par contre, là où je crois qu'il y a un travail énorme à faire, dans lequel les syndicats sont sans doute pas toujours suffisamment attentifs, c'est le modèle de gestion. J'en parlais déjà à un moment donné, mais y compris dans le non marchand, il y a des mauvais patrons, il y a des gens qui font des burn-out dans des SBL, y compris dans les services publics. Un employeur public n'est pas nécessairement un bon employeur. Je ne vais pas rappeler les suicides chez France Télécom, mais vous en rappelez. Et donc, est-ce qu'il faut des conventions collectives différentes? J'ai un doute. J'ai par contre une très grande préoccupation et crainte sur avons-nous la capacité de mettre au service de ces structures-là des gestionnaires qui soient extrêmement compétents. Et quand j'ai extrêmement compétents, ça ne veut pas dire qu'ils aient les salaires de nettistes ou de publifines, ça veut dire qu'ils aient les qualités humaines, les qualités de l'organisateur, de faire grandir les travailleurs, d'organiser au mieux les ressources, de faire en sorte que l'activité soit réellement utile. Ça, c'est ma plus grande crainte. Pour le reste, je pense qu'on a des conventions collectives pour le non-marchand ou pour les services publics qui pourraient être utilisés. Est-ce que Olivier et Céline, vous voulez réagir entre autres sur cette question de la façon dont ces entreprises, sur qui va gérer ces entreprises? On ne te voit pas, mais je pense qu'on pourrait t'entendre. Mais on l'entend. À mon avis, Céline,
Tu dois encore Est-ce avoir que des Julien problèmes. nous entend? Céline, On entend très bien Julien, Céline. et on entend ça Julien et Céline. Ah, moi, j'entends pas Julien. C'est pas grave. C'est une ouïe sélective. Voilà, je vais quand même. Merci Philippe pour ta réponse. Est-ce que Olivier et Céline, vous voulez compléter cette question Est-ce que les cadres actuels, je pense que je ne vous vois pas particulièrement enthousiasmé, j'ai l'impression, par la réponse à cette question. Apparemment, Gaëtan attend des choses des organisations syndicales sur cette question, et je le comprends vu la position qu'il occupe. Et l'autre question qu'il pose, c'est de savoir quelle est la stratégie des syndicats, mais celle-là, je pense que ce serait assez bienvenu que les deux autres contributeurs à ce débat y répondent depuis les positions institutionnelles qui sont les leurs, c'est-à-dire quelle est votre stratégie pour créer de vrais territoires zéro chômeur de longue durée avec des entreprises à but d'emploi qui soient créatrices d'égalité et accélérateurs de transition écologique dès l'année prochaine, dit-il, 2022-2023. Est-ce que, Philippe, il y a une stratégie syndicale qui peut être mise en place sur ces... Je peux en tout cas dire celle que j'ai suivie de près, quoi qu'habitant à Bruxelles, c'est le débat dans les instances de concertation en Wallonie, où notre stratégie était de demander au gouvernement wallon, à la ministre, d'être très respectueuse des principes fondamentaux, tels qu'on les a vus en France, par exemple, des expériences. Et nous n'avons pas été suivis. Pour l'instant, la note telle qu'elle se présente, c'est faire un petit peu plus de la même chose avec une étiquette territoire zéro chômeur. Mais comme quelqu'un l'a dit dans le chat, c'est Gaëtan, je crois, ça va être du territoire un petit peu moins de chômeurs de très 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 longue durée. Et donc voilà, notre stratégie, c'était de plaider pour des expériences comme celle-là, de les financer, de leur donner 5 ans et pas 3 ans parce que un projet d'innovation sociale radicale demande du temps, et d'être exigeant sur la qualité. C'est ce que j'étais en train d'écrire dans le chat, mais il y a de nombreuses dimensions. Et alors peut-être notre stratégie peut être à tort considérée comme trop radicale ou trop exigeante, et que si on demande trop, on n'aura rien. Mais pour l'instant, notre stratégie, c'est de faire en sorte que si on parle d'expériences comme celle-là, on le prenne au sérieux. On ne t'entend pas, Julien. Cette fois-ci. Voilà, je peux juste confirmer et relayer ce que Fabrice explique dans le chat en disant que c'est effectivement la position que défend la CC à Charleroi sur l'expérimentation. Et là, en front commun avec la FGTB, ils sont complètement alignés sur ces questions et sur cette ambition maximale des territoires zéro chômeur de longue durée. Est-ce que Céline et Olivier, depuis les positions que vous occupez, l'enjeu, comment est-ce que vous voyez stratégiquement les moyens dont nous disposons pour faire en sorte que cette garantie emploi puisse s'incarner ou au moins s'expérimenter rapidement dans le cadre d'un projet comme celui de territoire zéro chômeur de longue durée? Alors, Céline a l'air d'avoir des problèmes de micro. Cette fois, il n'y a pas que moi qui n'entends pas Julien. Céline, on entend très bien Julien, en fait. On voudrait surtout t'entendre. Tu m'entends ? C'est toi qu'on voudrait entendre. Non, mais moi, j'entends rien, en fait. Julien est tout à fait hors. Si Julien s'est adressé à moi, je n'ai rien entendu. Bon, si quelqu'un pouvait relayer la question à Céline, ce serait sympa alors. Et peut-être Olivier commencer en y répondant depuis la position qu'il a. Je ne me sens pas du tout compétent pour parler de la stratégie des syndicats et de leur position dans ce débat. Donc, j'ai rien à ajouter à cette question. Mais peut-être pas seulement des syndicats, mais alors depuis la position que depuis d'autres positions, est-ce qu'en tant qu'académique sur ces questions, il y a des enjeux, il y a des moyens efficaces de pouvoir contribuer à les faire avancer? Est-ce que cette question de l'actualisation effective du droit au travail est un moyen sur lequel il y a des choses à continuer à creuser, ou est-ce qu'il y a d'autres pistes? C'est pas seulement la stratégie syndicale que je voulais inviter à discuter pour terminer cette discussion. Alors, je vois qu'il y a une question de Gaëtan qui s'adresse à moi, vu que je n'entends plus Julien.
Je peux partager mon écran pour répondre à la question de manière un peu plus détaillée. Je dirais simplement que je ne sais pas si mon écran est visible. Il l'était il y a une seconde, mais là, il est devenu tout noir. On voyait, à mon avis, avant que vous ne passiez en mode présentateur. Voilà, maintenant, c'est visible. Non, je voulais simplement souligner que une difficulté pour mettre en scène cette expérimentation, c'est simplement la compréhension que nous avons du travail comme devant répondre à une demande et le travailleur ou la travailleuse devant s'adapter à cette demande formatée par le monde de l'entreprise. Et si vous voulez, il faut faire l'inverse. Il faut que le marché du travail, et c'est ça un marché du travail inclusif, soit repensé, reformaté, redéfini en fonction de la nécessité de garantir un travail décent à toute personne qui voudrait prendre ce travail. Et je crois que pour présenter cela, il n'est pas inutile de rappeler que dans la lutte contre le chômage ou le sans-emploi, il y a différentes approches, les unes qui sont plus macro, soit en favorisant la création d'emplois par des politiques favorables aux investisseurs, soit de manière keynésienne en essayant de stimuler la demande par le soutien au pouvoir d'achat des consommateurs. Et puis, il y a des approches plus micro où on travaille soit à réformer les individus pour les rendre employables, soit encore à améliorer l'inclusivité du marché du travail pour que chacun, chacune soit reconnu dans ce qu'il ou elle peut contribuer à la société. Et honnêtement, cette dernière politique de la demande au niveau micro, elle a été très peu tentée. Quand on demande aux gens qui sont en pauvreté quelle est leur expérience vécue de la pauvreté, une des expressions qui vient le plus souvent et un des regrets qui s'exprime le plus souvent, c'est celui de ne pas être reconnu dans ce qu'on a à apporter à la société. Et donc, je crois que finalement, c'est un changement de paradigme de cet ordre-là dont on a besoin, ce qui nous ramène évidemment tout de suite à la question de la démarchandisation du travail, mais le changement de paradigme est encore à faire. Je pense qu'il est devant nous et je pense que beaucoup n'ont pas encore intégré, je dirais, toutes les conséquences qui pourraient résulter d'une démocratisation et d'une démarchandisation du travail que l'on prendrait enfin au sérieux. Merci beaucoup, Olivier. J'espère. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis, Olivier. Ce qui me semble aujourd'hui pour faire avancer ce dossier, c'est la prise de conscience du lien entre la crise démocratique et la crise de l'emploi. Je pense qu'elle n'est pas encore assez à l'ordre du jour. Et on voit que cette crise démocratique ne permet plus en fait de faire fonctionner toute une série d'instances et de combattre ensemble face aux crises qu'on a rencontrées et celles qu'on va rencontrer. Donc, je sens, moi, quelque part, le sentiment d'urgence, mais comment est-ce qu'on y répond avec des bouts de ficelle, en demandant vite aux travailleurs sociaux de première ligne d'aller rechercher les gens sur des projets de 4 mois, en espérant que ça puisse régler les choses. Et en fait, ça ne règle pas les choses. Donc, c'est vraiment... pour moi, on n'avance jamais sans un sentiment d'urgence. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut pouvoir nommer et démontrer cette urgence pour les publics d'abord, mais même ceux qui ne le feraient pas pour les publics eux-mêmes, pour la démocratie, pour qu'elle puisse continuer et reprendre quelque part. Et alors, en effet, je pense pas non plus que le calcul économique est pertinent, mais par contre, je trouve qu'on oublie quand même trop souvent à quel point cette désaffiliation coûte. Quelque part, si on ne le fait pas pour la dignité des gens et parce qu'on considère, pour moi, ce premier pas d'ailleurs, je ne le sens pas toujours là, la question de la considération des capacités, des compétences des gens qu'ils sont prêts à apporter, qu'ils souhaitent apporter. On sait qu'énormément de gens qui sont aujourd'hui en arrêt maladie souhaitent reprendre le travail. Mais les formes de travail qui leur sont proposées ne leur permettent pas de reprendre le travail. Et on voit que même des personnes qui ne sont pas désaffiliées aujourd'hui craquent dans le travail tel qu'il est proposé aujourd'hui. Felipe l'a bien expliqué, les souffrances au travail
ont atteint des limites, d'abord en termes humains, mais aussi en termes économiques pour l'État. Donc, j'ai envie de dire, tous les feux, et les feux de forêt aussi, nous disent à quel point il est urgent de démarrer quelque chose de beaucoup plus ambitieux, de beaucoup plus radical. Il faut faire un tournant. Est-ce qu'on a d'ailleurs le choix de le faire ou pas? Je ne suis même pas certaine qu'aujourd'hui, on ait le choix de prendre ce tournant qui va nécessiter créativité. On va devoir en effet mobiliser à la fois nos ressources créatives, notre ajustement. Il va falloir offrir un accompagnement serré, mais cet accompagnement serré, il est offert aujourd'hui par les travailleurs sociaux, mais vers quoi? Vers un vide ou vers un travail qui n'est pas tenable pour les gens, parce que ce qu'on leur propose ne leur permet pas ni de pouvoir survivre, ni de pouvoir avoir un équilibre dans leur vie, etc. Donc voilà, je terminerai en disant ça, qu'en tout cas, nous, du côté des secteurs sociaux, on voit une urgence, on voit l'envie, on voit l'élan des personnes et on se demande quelque part à quel service le mettre. Et donc c'est là que la rencontre, quelque part, est vraiment là, quoi. Voilà. J'entends pas Julien s'il me clôture, s'il me coupe la parole. Je ne disais rien. Quelque chose. Non, je constate simplement avec enthousiasme le nombre de liens, les notes que j'en ai pris en témoigne, même si vous n'en voyez pas grand-chose, avec les sessions d'hier qui étaient organisées autour du principe démocratisé. On a vu aussi aujourd'hui dans la discussion combien démocratiser et démarchandiser ne pouvait pas être dissocié, mais la discussion qui a eu lieu embarquait aussi le principe de dépollution qui sera au cœur des discussions de demain. Que je vous invite donc à suivre, parce que je vous assure qu'il y a énormément de liens à faire entre tous ces principes et des façons intéressantes de voir comment différents projets, différentes expérimentations permettent précisément d'incarner simultanément ces trois principes. Et donc, je vous propose de terminer cette session sur cette invitation et peut-être en relayant la question de Fabrice Eclair qui vient d'être posée, mais vraiment, je me suis engagé à ce qu'on termine à 22h comme convenu, et donc on ne va pas pouvoir y répondre en séance, et malheureusement, il n'y aura pas de bar collectif pour poursuivre la discussion, mais je partage entièrement son souci de se dire qu'au-delà de l'investissement syndical, il y a une vraie réflexion à avoir sur comment et avec qui on va pouvoir construire des alliances pour la garantie d'emploi, et on voit que autour de la table, la Fédération des services sociaux est, à n'en pas douter, un des acteurs qui peut contribuer à cette alliance. Il faut continuer à en trouver d'autres, et je pense que les Français y sont parvenus. Il n'y a pas beaucoup de raisons qu'en Belgique, on n'y parvienne pas. Je vous rappelle que cette loi en faveur de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée avait été votée à l'Assemblée nationale à l'unanimité, c'est-à-dire depuis le Rassemblement national, ce qui n'est pas en soi un signe de grande qualité, je vous rassure, mais donc depuis l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, tout le monde avait trouvé de bonnes raisons de soutenir ce projet, en tout cas. Voilà, donc il y a sans doute d'autres acteurs à aller chercher pour pouvoir contribuer à faire avancer ce principe de la garantie emploi, et pas seulement en tant que principe, mais en tant que pratique aussi. Je voulais remercier les trois intervenants de ce soir, chaleureusement pour leur contribution et aussi pour le soutien affectif qu'ils portent à cette mesure. J'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre ces discussions sur d'autres scènes, d'autres espaces, et je vous invite vraiment à vous reconnecter demain sur la plateforme pour poursuivre les discussions sur les questions de dépollution. Je voudrais terminer en remerciant aussi toutes les personnes qui ont assisté un peu silencieusement à ce débat, et c'est le problème de la plateforme numérique qui sans doute facilite certains échanges mais en entrave d'autres, et donc j'espère vraiment qu'on pourra avoir à d'autres moments des discussions en chair et en os pour poursuivre ces échanges. Donc je vais m'arrêter ici et vous remercier toutes et tous pour ces contributions au débat et à ce sujet passionnant. Merci beaucoup. Merci à toi, Julien. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir.